Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mercredi 18 juillet 2018, voici la une du journal. Une visite qui compte, celle du grand maître de l'ordre souverain de Malte ce mercredi aux réfugiés centrafricains de Gado Badzéré dans l'Est Cameroun. Une structure soutenue par l'humanisme de l'ordre à découvrir dans un instant. Une institution qui compte, l'African Capacity Building Foundation, est en conclave dès demain jeudi à Yaoundé sur le thème de l'emploi des jeunes en Afrique. Pour les enjeux de la rencontre, le secrétaire exécutif de l'ACBF est l'invité du 20h30. Une ascension qui compte, la remontée de PWD de Bamenda en première division. Après 13 années de traversée du désert, l'équipe de football Fanion du Nord-Ouest célèbre sa quasi-renaissance et c'est à vivre en page des sports. Voilà pour les titres. Du réconfort et les prières du grand maître de l'ordre souverain de Malte pour les réfugiés centrafricains du camp de Gado Badzéré, non loin de Garaboulaye, dans la région de l'Est Cameroun. La localité et ses habitants recevaient ce mercredi l'hôte de marque, son Altesse éminentissime Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. L'illustre visiteur a pris la mesure des conditions de vie de ces réfugiés portés dans leur quotidien par les dons de l'ordre de Malte. Un prince à Gado Badzéré, c'est dans le reportage de Joseph Clément Ongba que nous aurons certainement dans un instant le temps de vivre à Yaoundé, ici sur place, la journée marathon pour les autres membres de la suite officielle de son Altesse éminentissime. Ils ont eu une série de séances de travail, d'abord au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, puis au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, et enfin au ministère des Finances. La journée des officiels de l'ordre de Malte à Yaoundé, c'est le récit de Laurentine Bekono. Pas de halte pour l'ordre de Malte à Yaoundé. Au troisième jour de la visite officielle de son Altesse éminentissime, prince et grand maître, chrono en main, la journée s'est déroulée entre 10h et 17h. C'est par le ministère des Finances que s'est achevée la série de séances de travail entre la suite officielle de son Altesse et certains membres du gouvernement. Au total, une demi-heure de huis clos avec le ministre Louis-Paul Motazeux. Ici comme ailleurs, l'argent a horreur du bruit. Avant le MINFI, escale au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, au menu des échanges avec Mme Koum Abessike, des questions foncières relatives au projet d'extension d'une maternité à Mokolo, département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. À Djombe, département du Mungo, région du littoral, le terrain est tout balisé pour accueillir le projet d'agrandissement du centre de formation pour secouristes. Déjà, l'association Les œuvres hospitalières françaises de l'Ordre de Malte, dite Ordre de Malte France, est disposée à former 900 secouristes dans le cadre de la Cantotal Cameroun 2019. Le sujet a fait l'objet des échanges entre le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Zachary Pérévette, et ses hôtes reçus au lever du jour. Hier soir déjà, le Premier ministre chef du gouvernement Philémon Yang offrait un dîner d'État à l'illustre hôte du Cameroun au nom du chef de l'État, Paul Biya. Dans son toast, le grand maître de l'ordre souverain de Malte a félicité le Cameroun pour l'esprit de paix qui transparaît des autorités et du peuple tout entier. Le reportage Jean-Pierre Njana. Un dîner d'État, 30 couverts pour honorer la présence intercamerounaise du prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte. Visiblement très ému, Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto a dit toute sa joie de se retrouver au Cameroun pour sa toute première visite d'État depuis son élection à la tête de l'ordre. Le Cameroun, ce pays qui épouse, dit-il, les valeurs spirituelles qui animent son organisation depuis sa fondation. L'Ordre souverain de Malte a été fondé à Jérusalem il y a 9 siècles. Fidèle à cette origine spirituelle, en tant qu'ordre hospitalier, au service des malades, riche de la diversité nationale de ses membres. Il est, depuis près de 1000 ans, un véritable artisan du dialogue entre les différentes civilisations.
L'ordre souverain de Malte, comme je l'ai dit tout à l'heure, Excellence, trouve au Cameroun cette profondeur spirituelle, cette richesse dans la diversité et cette attention au dialogue au service de la paix. Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguinetto n'a pas manqué de louer l'hospitalité des autorités et du peuple camerounais tout entier, eux qui accueillent sur leur sol et depuis toujours des réfugiés venus par milliers des pays voisins. L'illustre Oda promis non seulement la poursuite de l'assistance reçue de l'ordre, mais également un plaidoyer en faveur du Cameroun pour plus de générosité encore de la part de la communauté des donateurs. En réponse, le Premier ministre Philémon Yan lui a dit toute la gratitude du gouvernement pour la présence si bénéfique de l'ordre au Cameroun. Très au fait des grandes échéances qui attendent le pays, le grand maître a souhaité que l'ordre soit aux côtés du gouvernement en matière de secourisme lors de la CAN Total Cameroun 2019. Ce drame, dans la suite de l'actualité, 4 personnes sont mortes. Cet après-midi à Mbankomo, c'est à 33 km de la capitale Yaoundé. C'est dans un accident de la circulation qu'est intervenu ce drame. Un bus, ici à l'image, un bus de 70 places, était à destination de Douala quand il s'est renversé sur la chaussée. Selon quelques riverains, les pneus de ce bus étaient visiblement défectueux. Et pour les premières évaluations, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenanga-Lebibé, était ce soir sur les lieux du drame en compagnie du sous-préfet de l'arrondissement de Mbankomo. Nous y reviendrons. Demain jeudi à minuit, Elekam arrête ses comptes pour la réception des dossiers de candidature à la présidentielle du 7 octobre. Ce soir, 12 candidats sont déjà régulièrement enregistrés en attendant la validation de leur dossier par la commission électorale. 3 candidats étaient donc reçus ce mercredi à Elekam. Joshua aussi du SDF, Cabral Libi de Univers et Roger Chantal Tuélé du parti Debout le Cameroun. Nous faisons le point de ces enrôlements avec Augustin Bichoka. C'est une matinée de mercredi bien tranquille dans cette commission de réception des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle ici au 2e étage du siège de l'ECAM. Les membres se tournent les pouces en attendant la présentation d'un aspirant à la compétition du 7 octobre prochain. C'est à 14h15 que le premier candidat se signale et c'est Roger Chantal Tuélé, candidat du parti Debout le Cameroun. J'ai consacré à ce droit, je dois avoir été parmi les premiers à avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Et je suis arrivé dans une salle où la quasi-totalité est tout à fait sympathique. La commission reste ouverte jusqu'à ce jeudi 19 juillet à minuit. Conjectures et tractations sont en cours à l'UNDP. Les membres du comité central de ce parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, sont en effet réunis depuis 16h ce mercredi au Palais des Congrès de Yaoundé autour du président national du parti, Bello Bouba Maïgari. Entre autres sujets en débat, la position du président du parti pour cette élection présidentielle du 7 octobre. Les travaux se déroulent à huis clos. Nous reviendrons certainement sur les résolutions de ce conclave dans nos prochaines éditions. Par ailleurs, des acteurs du processus électoral et les membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, tiennent un séminaire ce mercredi et demain jeudi au Palais des Congrès de Yaoundé. Les travaux présidés par le ministre délégué aux relations extérieures, Adoum Gargoum, visent l'approvisionnement des acteurs politiques locaux, l'apprivoisement certainement par les acteurs locaux des textes et pratiques en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre. Le reportage William Badier. Participer activement à la tenue d'une élection libre, fiable et transparente au Cameroun le 7 octobre prochain, tel est l'objectif que se donne l'Organisation internationale de la francophonie dans ce séminaire ouvert au Palais des Congrès de Yaoundé par le représentant du gouvernement à ses travaux, le ministre Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures en charge de la coopération avec le monde islamique. Les objectifs du séminaire sont, au-delà de l'appropriation des textes, d'identifier par anticipation les problèmes susceptibles d'être générés par l'élection, d'envisager des solutions idoines en s'inspirant éventuellement de l'expérience des autres pays
et de mettre à la disposition des acteurs politiques des informations utiles dans le souci de garantir la transparence du processus électoral. Durant 2 jours, les acteurs du processus électoral, que sont le Conseil constitutionnel, la Cour suprême, le ministère de l'administration territoriale, le Conseil national de la communication, les partis politiques et la société civile, bénéficieront de la riche expertise des membres de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie accompagne désormais ses pays membres à toutes les étapes du processus électoral en apportant aux besoins un soutien technique et matériel, l'enjeu étant la préservation de l'état de droit, la paix et la stabilité sociale. Et pour compléter ce dossier politique, signalons ce communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale qui porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'il a été constaté depuis quelque temps une multiplication des conflits internes au sein de plusieurs partis politiques à l'origine des troubles à l'ordre public et à la paix sociale. Après examen de la situation, le ministre de l'administration territoriale informe l'opinion que seuls les leaders ci-après sont habilités à représenter leurs formations politiques respectives. Il s'agit premièrement pour l'Union des populations du Cameroun, UPC, du secrétaire général M. Bapolipot Robert. Deuxièmement, pour le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, le Manidem, du président du comité de direction, M. Ekane Anissé. Et troisièmement, pour la Cameroon People Party, CPP, le président national, M. Tita Samuel Fon. C'est signé donc par le ministre Atanganji Paul. Je vous le disais en titre, demain jeudi va s'ouvrir ici à Yaoundé la 27e rencontre des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. L'institution qui est créée en 1991 est plus connue sous son appellation anglaise The African Capacity Building Foundation, ACBF. Sa mission, doter le continent de ressources humaines de qualité, et ce grâce à l'appui de la Banque mondiale, du PNUD et de la BAD, la Banque africaine de développement. Le secrétaire exécutif de l'institution est déjà sur ce plateau. Nous allons évoquer les enjeux de cette rencontre, mais avant, Luc Bienvenu au Nana relève ici la pertinence de ces travaux qui démarrent demain ici à Yaoundé. L'Afrique voudrait devenir une terre de prospérité où il fait bon vivre pour tout le monde, mais davantage pour sa jeunesse. Un vœu longtemps exprimé, mais qui tarde à se réaliser. Parmi les indicateurs, il y a l'accès des jeunes à l'emploi, qui demeure un véritable défi, mieux un souci pour les États, malgré les différentes politiques mises sur pied. Selon les résultats d'un certain nombre d'études réalisées sur le continent, cette situation du surplace dans laquelle se trouve l'Afrique en matière d'emploi des jeunes est due à une seule chose, le manque de compétences. La réunion des gouverneurs de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, qui s'ouvre ce jeudi à Yaoundé, entendant donner aux jeunes comme aux dirigeants des instruments à même de leur permettre d'être compétents, c'est-à-dire d'avoir des connaissances, une aptitude et une attitude cadrant avec leur environnement et capable de résoudre l'équation de l'emploi des jeunes. Bonsoir, professeur Emmanuel Nadosier. Bienvenue Bonsoir. Sur ce plateau. Je le disais, vous êtes le secrétaire exécutif de l'African Capacity Building Foundation. Est-ce qu'on peut d'abord savoir exactement l'objet de cette réunion qui s'ouvre à Yaoundé demain? Oui, bon, premièrement, merci beaucoup de m'avoir invité et je salue tous vos téléspectateurs. L'objet de notre réunion qui commencera demain, c'est premièrement de donner l'occasion pour nos membres du conseil de gouverneurs pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir une occasion de discuter des activités de la Fondation depuis l'année dernière. Deuxièmement, pour, n'est-ce pas, pour désigner les grandes orientations pour l'avenir. Mais aussi, tout d'abord, il y aura un forum de haut niveau où le thème, comme vous l'avez déjà dit, le thème de l'emploi des jeunes sera le sujet qui sera débattu, puis qu'on puisse, n'est-ce pas, voir comment on pourrait concrètement résoudre ce problème.
Alors, comment on peut définir cette question du renforcement des capacités, des compétences dans une Afrique, votre Afrique, le continent africain, vous êtes nigérian, dans un continent où on compte tant d'intellectuels et une telle expertise? Oui, et c'est une chose d'avoir d'intellectuels, mais on n'en a jamais assez. C'est pour ça qu'on n'a jamais vu une université qui dit on a formé assez de gens, donc on va fermer notre porte, on va cesser notre business. C'est parce que les capacités humaines sont toujours nécessaires, n'est-ce pas, pour simplement le développement des politiques économiques, sociales et autres, et la mise en œuvre de ces politiques. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est des capacités institutionnelles que l'on oublie toujours. C'est-à-dire que les institutions ne sont pas assez fortes pour, n'est-ce pas, soutenir la mise en œuvre des politiques qui sont là. Si vous voyez dans tous les pays, les plans de développement ne manquent pas, les stratégies qui sont très bonnes ne sont pas le problème. Le problème toujours, c'est la mise en œuvre. Et une des raisons principales pour lesquelles la mise en œuvre n'est pas à la hauteur, c'est parce que il y a le manquement des capacités humaines et le manquement des capacités institutionnelles. Et pour ce qui concerne les jeunes, ce n'est pas simplement une question d'avoir une bonne politique d'emploi ou bien d'avoir des institutions de formation supérieure, mais il faut aussi porter l'attention nécessaire sur les compétences claires qui permettraient aux jeunes, n'est-ce pas, de valoriser, qui les outiller pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, arriver à réaliser leur potentiel économique et social. Alors on peut conclure que cette thématique dont vous allez débattre dès demain, l'emploi des jeunes en Afrique, cibler le renforcement des capacités essentielles, cette thématique-là interpelle plus les gouvernants, les politiques que la jeunesse africaine. Oui. Parce que tout le monde doit faire le propre, doit être à l'auteur. Tout le monde doit faire le travail. Pour le gouvernement, il faut, n'est-ce pas, mettre un environnement propice pour que le secteur privé, qui est vraiment le créateur de l'emploi, puisse épanouir, puisse n'est-ce pas, remplir ce potentiel. Mais alors on aurait pu parler simplement de renforcement des capacités des institutions politiques en Afrique. Oui, bon, mais en même temps, parce que nous, en tant que la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, il ne s'agit pas simplement de nous focaliser sur les capacités des institutions publiques, mais aussi nous travaillons, par exemple, ici au Cameroun, nous avons déjà soutenir, n'est-ce pas, le renforcement et les responsabilisations dans le secteur privé et les sociétés civiles, ainsi que travailler dans le domaine des genres, par exemple, pour l'autonomisation des femmes. Donc, pour nous, il faut quand même regarder tous les aspects de ce problème. Il ne s'agit pas simplement le secteur public qui est d'ailleurs la responsabilité de la mise en œuvre des politiques propices, mais aussi le secteur privé qui est le créateur d'emploi. D'accord, mais alors, est-ce que vous êtes écouté 27 ans après 91, 2018, quel bilan? Non, je dis qu'on a réalisé pas mal de choses. Parce que notre vision, c'est une Afrique qui est capable de s'assumer son propre développement. Ici au Cameroun, par exemple, je peux citer la contribution qui a été faite par Kamekap, qui est, comme vous le savez, un think tank qui soutient les politiques gouvernementales, parce qu'on a renforcé les capacités pour l'analyse économique et sociale et financière. Nous avons aussi apporté du soutien au niveau de gestion de la dette, au niveau du secteur privé, au niveau de formation des gens, qui soit gestion économique, gestion de la politique économique, ainsi qu'un programme de 3e cycle interuniversitaire qui était à Yaoundé 2 ici. Donc, si on regarde le nombre de gens qui ont été formés et la contribution qu'ils ont fait sur, n'est-ce pas, le développement du pays, partout ailleurs en Afrique, je pense que le bilan est bon. Mais on a encore beaucoup à faire. Ben, naturellement, on vous souhaite bon vent dans ce sillon-là. Professeur Emmanuel Nadosier, vous êtes le secrétaire exécutif de l'African Capacity Building Foundation. Excellents travaux à Yaoundé dès demain. Merci beaucoup. Merci. Et dans la suite du journal, nous parlons culture. Le 13e festival Écran Noir est en cours à Yaoundé et de l'avis des cinéphiles assidus.
Ils annoncent un bon cru pour 2018. Ils sont assidus à ces projections et colloquent depuis 6 journées maintenant. Occasion pour la rédaction ce soir d'ouvrir le dossier sur le potentiel et l'offre réelle du cinéma camerounais. Les têtes d'affiche qui montent au Cameroun, c'est la revue de Daniel Menanga. Sous le feu des projecteurs, Alain Menguette, camerounais, meilleur acteur africain au Golden Movie Award de 2018 à Accra. Au Ghana, le succès du long métrage Good Time to Divorce est reconnu. 6 awards pour le Cameroun. Le Cameroun a déjà prouvé en 2018 avec meilleur acteur d'Afrique, meilleur producteur, réalisateur. Le Cameroun avance en termes de la qualité des images et du son. Au Ghana, comme à travers le monde, il crève le petit écran. Jeune acteur camerounais, avec l'envie de réussir chevillé au corps, de bons risques pour les producteurs. Nous avons des acteurs comme Poulet Jeffrey, nous avons Chifo Valérie, nous avons Libota McDonald, Alain Bomo, on peut miser sur eux, ils sont nombreux. On ne se lasse pas de regarder Le Blanc des Yenga de Thierry Ntamak depuis 2014, ou encore les plus récents Rebelle Pilgrim, Rose on a Grave de Cindy et Mandy. Assala Bossolo a joué tout récemment dans une série marocaine. Et vous avez un film par exemple comparé à Tout prix de Joséphine Dano qui a effectivement marché parce que ça parlait aussi de l'immigration, en fait, d'un problème quotidien. My African Dream de Gervais Djimeli, acheté par les chaînes TV5, BET et Trace, est 2 fois primé au Festival international du film de Bafoussa. Sur le petit écran aussi, des séries camerounaises, Bad Angel diffusée sur satellite, puis Rumble de Billy Bob. De petits éclats dans le cinéma camerounais, Hollywood, c'est peut-être pour demain. Mais malgré son immense potentiel, ce cinéma camerounais continue de jouer en seconde zone en comparaison des Nigérians de Nollywood, par exemple. Entre insuffisance des financements, distribution embryonnaire, fermeture des salles de cinéma, voici quelques clichés du quotidien des cinéastes camerounais. C'est une enquête de Lucrèce Modou-Ndjemba. Le cinéma camerounais a mal à son financement. Tenez, ici projeté Tenacity, meilleur long métrage au Cameroun International Festival, 2 fois nominé aux écrans noirs. Mais le producteur a trimé pour le mettre en scène. Tenacity nous a coûté 25 millions. Et malheureusement, c'est entre moi avec un ami qui ont financé tout ça. Les scénarios de financement ne trouvent pas d'acteurs, tant privés que publics. Nous avons besoin d'un sérieux coup de pouce des pouvoirs publics. Quand vous pensez que le Sénégal aujourd'hui a 2 milliards de francs CFA par an pour le cinéma, le Mali 2 milliards, la Côte d'Ivoire 1 milliard, je crois que le Cameroun a besoin d'argent pour passer le cap. En États-Unis et au Nigeria, ce n'est pas l'État qui fait le cinéma. Il faut que les Camerounais investissent dans le cinéma. Et que dire de la diffusion? Elle est un petit écran depuis que les salles de cinéma ont fermé une à une. Si on avait les salles de cinéma, par exemple, comme ça se passe avec nos voisins nigériens, ghanéens, moi je pense que ça peut être mieux. Les réalisateurs camerounais payent le prix fort pour une programmation dans cette salle construite par une multinationale. Nous avons loué la salle à 3 millions de francs. 3 millions de francs et nous n'avons jamais la salle pour toute la journée. Ils gardent les bonnes heures comme 19 h pour les cinémas américains, pour les cinémas européens. Les jeunes gars de Boya, de Douala, louent la salle lorsqu'ils veulent passer un film. Pour de 17 h à 19 h, ça d'une séance, c'est 500 000 francs. Quant à la distribution des films camerounais, c'est au petit bonheur la chance. Nous allons faire des films et nous n'avons pas de lieu de distribution. Il y a plusieurs personnes qui vont regarder nos films à travers des télés, mais ils demandent où est-ce qu'on peut trouver ce film, où est-ce qu'on peut acheter ce film. Il y a des problèmes de production, bien sûr, parce que malgré tout, il reste des problèmes de matériel technique de bonne qualité, il reste des problèmes de formation. Mais le pire pour les acteurs camerounais, c'est la condescendance de leurs compatriotes. Je sors de Ghana que je suis meilleur acteur africain. Et il y avait Ramsou Noir dans mon catégorie, il y avait Magic Michel dans mon catégorie. Magic Michel est venu à écran noir, il était en haut. Et quand vous voyez les gens qui sortent dehors, vous êtes en train de pousser, ils sortent dehors. Les Camerounais ne veulent pas les Camerounais. Hollywood aux États-Unis, Nollywood au Nigeria, Hollywood au Cameroun, notre cinéma à bien des égards mérite des Oscars.
Culture encore avec la 4e journée ce mercredi à Berthois pour le FENAC, le Festival national des arts et de la culture. L'événement affiche ses couleurs à tous les coins de rue de la capitale régionale de l'Est, mais une ambiance troublée ce mercredi par une mobilisation des citoyens qui manifestaient leur ras-le-bol face aux inconvénients de ces longs mois sans électricité dans la ville. Au cœur des barricades, notre reporter Serge Atangana-Bissot. Le FENAC à Berthois a ses classiques. Festivaliers, déambulants, lestés du badge ou en tenue de scène, toujours souriants. Le village et sa rue encombrés d'un marché périodique, l'occasion est trop belle. Stands, marchés et chapiteaux partiront pourtant. Le monument du FENAC, lui, et les bureaux régionaux des arts et de la culture flambant neufs, ça reste, ouvert aux convoitises diverses. Je suis festivalière et j'ai trouvé le monument très beau. Il me plaît, ça représente beaucoup de souvenirs, c'est vraiment l'art. Et le siège de la ville, à Loré là-bas, quartier Nkolbikon, il était temps. Ça a duré le temps que ça a duré, de 8h à 14h. Mais la route a été dégagée. Tout va bien. Le festival n'en a vraiment pas souffert. Serge Atangana-Bissot, envoyé spécial. Merci Serge et bon festival. Parlons santé à présent et du renforcement des capacités techniques au Centre Pasteur de Yaoundé, l'institution qui vient de se doter d'un nouvel équipement de pointe, le MacPix. C'est son nom, un appareil capable de réaliser plus de 5000 analyse en 1 heure. La nouvelle acquisition est le fruit de la coopération entre le Cameroun et le Japon. Le MacPix était inauguré ce mercredi en présence du secrétaire d'État à la santé publique et de l'ambassadeur du Japon au Cameroun. À découvrir dans ce reportage de Alvin Giselze. Ce petit appareil que voici est capable de réaliser une cinquantaine d'examens sanguins en une seule prise, et ce en 1 heure. Le MacPix, la dernière acquisition du Centre Pasteur de Yaoundé, va désormais faciliter la tâche aux techniciens de laboratoire. C'est un appareil compact. Compact veut dire qu'il y a plusieurs facilités en un seul. La deuxième chose, c'est la capacité d'analyser en même temps. Pour un échantillon, vous pouvez faire 10 analyses par exemple, ce qui correspondait dans le système classique à 10 tests différents. Donc vous voyez que vous faites une économie en termes de réactifs, vous faites l'économie dans la quantité de l'échantillon que le patient peut donner, et vous faites également en termes de coût-efficacité et de temps. Les attentes interminables et autres lenteurs, souvent décriées au Centre Pasteur de Yaoundé, trouvent ainsi des solutions grâce à cet appareil. Je suis venue pour un examen. À mon âge, je vais me tenir debout jusqu'à quand? Je vais m'asseoir jusqu'à quand? À ne rien manger. Et je ne sais à quelle heure je vais rentrer à la maison avant de manger. On appelle progressivement, mais il y a toujours assez de monde. Cet équipement de pointe, évalué à plus de 55 millions de francs CFA, est le fruit de la coopération entre le Japon et le Cameroun. Le MacPix va ainsi accélérer la prise en charge des malades au Cameroun, voire dans la sous-région. La défense et la sécurité dans le programme de la coopération entre la Chine et le Cameroun. Un protocole d'accord était signé ce mercredi entre l'ambassadeur de Chine au Cameroun et le ministre délégué à la présidence chargé de la défense. L'accord est assorti d'une assistance de plus de 4 milliards de francs CFA destinée au renforcement de la logistique des forces de défense camerounaises engagées dans des opérations de maintien de l'ordre et de la paix. Le reportage Pierre Evembe. Des signatures qui pèsent lourd, 50 millions de yuan, soit 4,5 milliards de francs CFA, c'est le montant du don relatif à l'assistance militaire accordée par la Chine au Cameroun. Le fruit d'une rencontre au sommet entre les présidents Xi Jinping et Paul Biya en mars dernier en Chine. Ça a été un engagement du président chinois
au moment de la visite d'État du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya en Chine. C'est aussi un soutien de la partie chinoise aux efforts du gouvernement et du peuple camerounais pour maintenir la paix, la sécurité et l'unité du Cameroun. La coopération militaire est un des fleurons du lien solide qui unit l'Empire du Milieu et l'Afrique en miniature. Ce dont le 5e dans le domaine de la défense et le 2e du genre vient ainsi appuyer les efforts du Cameroun. Ce don est mis à la disposition du ministère de la Défense pour l'acquisition de matériel militaire au choix du Cameroun en fonction de ses besoins, préalablement identifiés, arrêtés par le chef de l'État. Ainsi, les deux États s'engagent résolument à promouvoir les valeurs de paix, de sécurité et de stabilité défendues avec professionnalisme ici et ailleurs par les forces de défense camerounaises et l'armée populaire de libération de Chine. Question dans la suite du journal, que sont donc devenus ces établissements secondaires clandestins fermés récemment par un texte du ministre des Enseignements secondaires. Le chef de ce département ministériel était sur le terrain à Yaoundé ce mercredi. Nalova Lyonga est allé vérifier l'effectivité de la fermeture de 2 de ces établissements. Et sur ces pas, notre reporter Christelle Fouda. Première étape de sa descente sur le terrain, le complexe scolaire Serge et les Anges au quartier Efolane. Cet établissement s'est vu obligé de mettre la clé sous le paillasson pour exiguïté des locaux, absence de toilettes et d'infrastructures sportives. Je ne crois pas que c'est des poubelles ou alors c'est des porcheries qu'on voudrait pour nos enfants. Il faut faire un effort supplémentaire. C'était de bon ton de lui accorder un délai de 2 ans pour qu'elle puisse se mettre en règle. Si pour la première étape, la non-conformité concernait les espaces, par contre ici, à la deuxième étape qu'a constitué l'Academy College of Excellence au quartier Fébé Village, l'environnement est aux normes. Mais reste que l'ouverture de cet établissement n'a reçu aucune onction de la tutelle. Ici, je crois qu'on a été convaincus. C'est des problèmes administratifs, c'est des détails à régler. On est satisfait de l'environnement global et je crois que on souhaite que les autres aillent dans ce sens. Le standard est défini. Les gens sont là sur l'oreille simplement. Si les standards sont respectés, l'école va être ouverte. Pour le reste des établissements concernés par la décision de suspension, Nalova Lyonga a dit que la force restera à la loi. C'est dans ce sens que les autorités administratives seront appelées à la faire respecter. Dans ce même secteur de l'éducation, signalons ce colloque international sur les enjeux de l'approche par compétences en milieu éducatif et professionnel. Un colloque qui se tenait hier mardi ici à Yaoundé. Et pour cette toute première édition, les pédagogues venus d'Amérique du Nord, d'Afrique et d'Europe ont échangé leurs expériences sur le sujet au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous faisons le point de ces assises avec Étienne Pascal Azégué. Changer la manière d'enseigner la pédagogie, c'est un défi qui touche toutes les nations. Les pédagogues canadiens, français, ivoiriens, béninois, gabonais et camerounais ont eu des regards croisés sur les pratiques d'enseignement selon l'approche par compétences et par innovation dans l'évaluation des apprentissages au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous ne voulons plus confondre les connaissances et les apprentissages. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour la formation du citoyen, partir des apprentissages pour pouvoir lui permettre de maîtriser des connaissances. Pour que ça marche, par contre, c'est sûr que ça prend de la formation des enseignants. C'est pas facile d'intégrer les technologies, c'est pas naturel, parce que ça demande un changement de pratique. La mutation pour une adéquation formation-emploi passe par la maîtrise des technologies culturellement appropriées. Il faut changer la pédagogie, la manière d'enseigner, la manière d'inculquer le savoir à nos jeunes, à nos populations. Ce colloque scientifique international devrait rehausser la qualité de la formation au regard des compétences clés du XXIe siècle. Et nous revenons en santé pour la grande enquête du 20h30. On reparle de la baisse annoncée du taux de prévalence du VIH-Sida
de 4,3% en 2011 à 3,4% en 2018. Un fléchissement qui laisse cependant apparaître la vulnérabilité constante des femmes et des jeunes filles dans ce décompte. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Lucie Colette Avlou a mené l'enquête sur les facteurs favorisant l'exposition des femmes et des jeunes filles au virus du sida. 3,4% en 2011 contre 4,3% en 2018. Le taux de séroprévalence du VIH est donc en baisse au Cameroun grâce à des politiques et une mobilisation de grande envergure. Le changement de stratégie, passer du testé et traité, nous a permis d'évoluer en termes de prévalence. En plus, ces chiffres ne sont pas petits, tels que d'aucuns pourraient le penser, parce qu'en termes de valeur absolue, de passer de 4,3% à 3,4%, c'est énorme. Malgré ces avancées, le VIH-Sida continue de s'attaquer particulièrement aux femmes, avec un pic d'incidence 9 fois plus élevé chez les jeunes filles de 15 à 24 ans. 5 femmes nouvellement infectées pour un homme. Il est clair que la tranche d'âge de 15 à 24 ans est beaucoup plus nouvellement infectée parce qu'on retrouve 9 nouvelles infections de jeunes filles de 15 à 24 ans, contrairement à un nouvel enfant, un nouvel adolescent infecté. Les femmes et les jeunes filles toujours plus vulnérables face au VIH-Sida, de nombreux facteurs l'expliquent. L'anatomie de la femme les prédispose à être plus infectées, puisque la femme est comme un conteneur dans lequel on dépose les sécrétions génitales. Et pour les femmes mariées, par contre, elles n'ont pas la possibilité de protéger leur rapport sexuel, puisqu'elles sont déjà dans un contrat. Les jeunes filles de 15 à 24 ans sont beaucoup plus exposées parce qu'elles commencent les rapports sexuels très tôt. La vulnérabilité de sa situation et la difficulté pour la femme de pouvoir s'autonomiser qui l'expose aux contraintes de ne pas pouvoir se défendre face à ce fléau. Nous n'avons pas une architecture culturelle qui permet de séparer la vie intime des parents et celle des enfants. De non-encadrement matériel et même économique l'expose effectivement à ce fléau face à ceux-là qui ont des moyens. Dans cette croisade contre le VIH-Sida, l'utilisation du préservatif demeure pourtant l'une des parades, mais ne semble pas rentrer dans les mentalités. Nous observons que par nos patients que les hommes et les femmes préfèrent le préservatif masculin et d'autres se plaignent que le préservatif féminin est inconfortable et ne leur permet pas de s'épanouir dans l'acte sexuel. Le VIH-Sida continue de porter un visage féminin. Impliquer efficacement la femme dans la lutte contre cette pandémie nécessite une approche globale dans la protection de ses droits. Chose promise, revenons à la grande actualité du jour, la visite du grand maître de l'ordre souverain de Malte aux réfugiés centrafricains du camp de Gado-Badzéré, c'est non loin de Garoua-Boulaye, dans la région de l'Est Cameroun, une localité et ses habitants qui recevaient ce mercredi un hôte de marque, son Altesse éminentissime Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. L'illustre visiteur a pu en quelques heures prendre la mesure des conditions de vie de ces réfugiés qui sont portés dans leur quotidien par des dons de l'ordre de Malte. Un prince à Gado-Badzéré, c'est un reportage que signe Jean du Nord Kemché. La mobilisation amorcée à Mombal autour de la piste d'atterrissage de l'hélicoptère ayant à son bord son Altesse éminentissime, le prince et grand maître de l'ordre souverain et militaire de Malte s'est confirmé au camp des réfugiés de Gado-Badzéré. Ici, en effet, se sont donné rendez-vous réfugiés centrafricains certes, mais aussi population haute auxquelles se sont joints autorités et élites. Normal, l'arrivée à Garoua-Boulaye d'une personnalité de rang de chef d'État
est inédit ici. Une visite historique. Cette visite devra, selon nos attentes, nous apporter beaucoup de soutien pour nous permettre d'encadrer nos frères qui sont venus de la République centrafricaine. Normal aussi que le maire de Garboulaye fait de son Altesse citoyen d'honneur de Garboulaye, une ville où près de 25 000 réfugiés centrafricains vivent et avouent non seulement qu'ils sont à l'aise, mais qu'ils envient aux Camerounais la cohabitation pacifique entre la religion et la paix, ce violon dingue du chef de l'État. Tant qu'on n'est pas chez soi, on ne peut pas être bien, ni dans sa tête, ni dans son corps. Lorsqu'il n'y a pas la paix chez soi, on ne peut pas être bien. C'est pour ça que nous, Camerounais, devons préserver ce bien. Culture de la paix, esprit de pardon, voilà ce que le Cameroun a appris aux réfugiés centrafricains qui souhaitent encore acquérir sur le plan de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'autonomisation. Il est important que le gouvernement trouve des solutions durables ou un peu plus à long terme par rapport à ces réfugiés-là. Et la meilleure façon pour ces réfugiés-là de répondre à leurs besoins, c'est de leur donner la capacité d'utiliser leur potentiel, de se prendre en charge eux-mêmes. Mais priorité des priorités pour ces réfugiés centrafricains, de même que pour les populations hautes, la santé, une doléance qui tombe à pic. Les projets réalisés par l'ordre souverain et militaire de Malte au Cameroun, relevant jusque-là du secteur de la santé, dont le ministre André Mamafouda a accompagné Agado Badjere, le grand maître de l'ordre souverain de Malte. Et demain jeudi, dernier jour de cette visite, au programme, la visite de l'hôpital Saint-Jean de Malte à Ndjambé. À 13h, ce sera le déjeuner. 15h, départ de Ndjambé pour Yaoundé. À 15h45, ce sera l'arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Et puis, immédiatement, le décollage de Yaoundé-Nsimalen pour Rome. Et ce sera la fin de cette visite de son Altesse éminentissime, le grand maître de l'ordre de Malte au Cameroun. L'Agence nationale de radioprotection tenait récemment la 9e session ordinaire de son conseil d'administration sous la présidence effective de Madeleine Tchouenté, Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Parmi les points examinés figurait l'extension de cette structure sur le plan national. Voici le compte rendu à ce sujet de Catherine Toulou-Elanga. De nombreux projets sont engagés pour le développement de l'Agence nationale de radioprotection. La création des caisses d'avance ANRP, la création des antennes régionales dans le centre, le nord, le sud-ouest et l'ouest et l'adoption du plan de recrutement pour la période de 2019-2024. Des points inscrits au cours de la 9e session extraordinaire du conseil d'administration de l'Agence nationale de radioprotection tenue le 4 juillet au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation sous la présidence du Dr Madeleine Tchouenté, le chef de ces départements ministériels et présidente du conseil d'administration. Un conseil qui s'est tenu également en présence du directeur général de l'ANRP, le docteur Augustin Simot. La radioprotection destinée à assurer la protection contre les effets nocifs des rayonnements ionisants. Depuis 2010, la NRP a contribué de manière significative à améliorer les conditions de travail des personnels exerçant sous rayonnement ionisant. La NRP organise régulièrement des cours de mise à niveau en radioprotection dans les établissements hospitaliers. Notons par ailleurs qu'en 2013, le partenariat ANRP Mine Santé a conduit à la signature de 3 conventions. La page des sports avec cette grande nouvelle, PWD de Bamenda va refaire surface en première division. Le club mythique de la région du Nord-Ouest a décroché hier mardi son ticket d'accès en MTN Elite One, un retour en division d'élite qui intervient après 13 années de traversée du désert. La remontée historique est racontée par Évariste Eyenga.
Works Department, déclinaison en langue anglaise de PWD, club de Bamenda au nord-ouest Cameroun, l'un des plus anciens du pays avec pour fait d'armes 2 finales de Coupe du Cameroun perdues. L'une en 1967 face au Canon sportif et l'autre en 1979 devant la Dynamo de Douala. Disparu des radars de la division première en 2005, une année après sa participation à la Coupe de la Confédération africaine, PWD revient au premier plan 13 ans plus tard. Ça n'a pas été évident, vraiment ça fait déjà 2 ans, 3 ans, ça c'est la 3e année que nous jouons l'élite 2. Et c'est la 4e année que je suis là comme président de l'équipe. Vous savez, pour le rappel, j'ai pris cette équipe qui n'existait même plus. La victoire 3-0 face à AS Etouamiki à la 27e journée consacre la remontée des Abakwa Boys. Le club est premier au classement MTN Elite 2 avec 54 points devant Avion et TKC. PWD rejoint Young Sport, l'autre représentant de la région du Nord-Ouest en première division. On est en train de chercher maintenant pour avoir des jumeaux à Bamenda pour challenger pour la Coupe du Cameroun aussi. Parce que la Coupe de Cameroun, c'est aussi important pour PWD. 3 obstacles se sont dressés devant les Abakwa Boys, retardant leur remontée. La descente en division régionale, la lutte contre la relégation à 2 reprises et un litige porté devant le tribunal arbitral du sport en 2017. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la TAS pour régler cette situation de relégation ou non-relégation de PWD. Nous avons beaucoup souffert. Dès la prochaine saison, le club du Nord-Ouest croisera Coton Sport de la région du Nord, l'Union du Littoral et des clubs de la région du Centre. Le cap est déjà fixé dans ce brassage sportif. Notre première ambition, c'était de monter. Notre deuxième objectif maintenant, c'est de rester en Elite 1. PWD, club mythique du Nord-Ouest, a connu plusieurs dirigeants de renom. Ni John Frundi, chairman du SDF, en fait partie. Bravo. Et c'est la fin de ce journal. L'essentiel à retenir, c'est cette visite qui compte, celle du grand maître de l'ordre souverain de Malte au camp des réfugiés centrafricains de Gado-Badzere dans l'Est Cameroun. Une structure qu'accompagne l'humanisme de l'ordre y avait faite ce mercredi là-bas. Une institution qui compte, l'African Capacity Building Foundation, sera en conclave dès demain jeudi à Yaoundé. Le thème de la réunion, l'emploi des jeunes en Afrique. Le secrétaire exécutif de CBF était sur ce plateau pour préciser les enjeux de la rencontre. Et puis une ascension qui compte, on vient de le voir, la remontée de PWD de Bamenda en première division. Après 13 années de traversée du désert, l'équipe Fanion du Nord-Ouest espère maintenant se maintenir en première division, définitivement. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Catherine Toulou et Langa. D'autres informations sur cette antenne, ce sera le minuit en compagnie de Jean-Cyriac Bessé et de Patricia Leba Motoxon. Vous pouvez revoir ce journal et toutes les éditions d'information de CRTV News sur notre site internet www.crtv.cm. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30.